Andréane Saint-Arnaud, que l'on accueille avec joie, Paul Journet, Christian Dufour, Étienne Leblanc. Alors là, on est équipé pour parler du plan vert, pas à peu près, parce que, certains disent que c'est un plan trop ambitieux, d'autres disent au contraire, c'est pas assez ambitieux. Étienne, donnez-nous vos lumières un peu, là. Ce qu'on a présenté, est-ce que c'est le minimum? Est-ce que c'est plus que le minimum? Est-ce que ça a de la vision? Essayez de me donner un sens à tout ça, là. Je crois que c'est un petit peu plus que le minimum. Il faut quand même souligner le fait que je crois que c'est un des plans, au niveau historique au Québec, en tout cas, un des plans les plus ambitieux parce qu'il intègre, si vous voulez, une vision économique dans la lutte contre les changements climatiques. C'est assez nouveau parce que les plans verts qu'on a eus au fil des ans, sous Jean Charest, sous Mme Marois, sous Philippe Couillard, étaient assez faibles à ce niveau-là. Donc, il faut quand même souligner ça, mais il y a de grandes lacunes dans ce plan-là, notamment presque 60 des émissions de gaz à effet de serre qui sont un peu laissées en plan et pour lesquelles on devra les réduire, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas avec quel argent. 60 c'est quand même énorme. Et d'autre part, c'est un plan qui est focalisé totalement sur l'électrification des transports. C'est une bonne chose. On le sait, le transport, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec. C'est 43 de nos émissions. C'est important de s'y intéresser et c'est, je crois, ça qu'avaient manqué les anciens gouvernements. On souligne ça quand même. Mais le fait qu'on est tellement focalisé sur l'électrification qu'on oublie des aspects très importants pour des plans de lutte contre les changements climatiques, des aspects d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain dans les villes, de mobilité urbaine, des choses qui font vraiment la différence, qui sont un peu reléguées en annexe, si vous voulez, quasiment, dans ce plan qui nous a été présenté aujourd'hui. On va y revenir. Tour de table. Donc, Paul Journet, qu'est-ce que votre analyse de ce qu'on a présenté aujourd'hui? On a beaucoup mis le focus sur l'interdiction de vente des voitures à essence en 2035, mais c'est quand même dans 15 ans, ça. Oui, puis on ne sait pas précisément à quoi ressemblera le marché de vente de véhicules dans 2035, mais on sait en gros qu'on se dirige vers un marché de plus en plus électrique et c'est possible que ce qui est annoncé aujourd'hui, finalement, ne change rien parce que le marché se dirigeait déjà à cet endroit. Cela dit, pour ce qui est électrification des transports, autant chez les particuliers que le transport commercial, ça, c'est assurément le volet fort du plan du gouvernement. Le problème, c'est tout le reste. Le plan, ce qui a été présenté est très bon. C'est seulement que c'est incomplet. Et je pense qu'en matière de lutte au changement climatique, il faut toujours revenir aux chiffres. C'est assez simple. La science nous donne un objectif de réduction de GES. Et à partir de là, il y a des décisions politiques pour savoir comment on arrive à ces réductions. Et on n'a même pas la moitié des réductions souhaitées. M. Legault a raison de dire que la cible de 2020, on ne l'atteindra pas. Et ça, c'est l'échec des libéraux. Et cet échec rend encore plus difficile l'atteinte de la prochaine cible pour 2030 parce qu'on part de plus loin. Donc, il a raison de dire ça, mais quand même, ce qui est présenté est insuffisant. Et pour le résumer en une idée toute simple, ce qui manque, c'est toutes les mesures susceptibles de déplaire aux gens. C'est-à-dire tout ce des qui pourrait frustrer les gens, les taxes, toute forme d'éco-fiscalité, tout ce qui les bouleverse dans leurs habitudes. Ça, le gouvernement ne veut pas aller là. Bon, Andréane, j'allais vous poser la question parce que M. Legault était clair là-dessus. Là. Il dit on est déjà assez taxé au Québec, dit-il. On ne va pas rajouter des taxes sur les gros cylindrés ou sur d'autres, sur le nombre de kilomètres, etc., qu'on pourrait imaginer. C'est non. Exact, parce qu'en fait, il sait très bien que ce ne serait pas très populaire, parce que c'est très clair quand on regarde les chiffres de vente de véhicules, par exemple, la popularité des petites voitures, des berlines, etc., c'est en recul de façon constante depuis plusieurs années. Les gens veulent des gros véhicules, veulent des VUS, mais c'est un peu ça le problème, en fait, parce que comme il n'y a pas d'incitatif, comme le suggère Paul, avec de l'éco-fiscalité, c'est-à-dire soit qu'on récompense un bon comportement en octroyant des crédits, par exemple,
exemple, lorsqu'on a un comportement plus éco-énergétique et qu'on impose une taxe pour inciter les gens à changer, à modifier leur choix, si vous voulez, ça ne changera pas demain matin. Et on surfe un peu sur l'idée que l'électrification des transports, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contre le principe, contre la vertu, mais il y a encore des freins à l'achat de véhicules automobiles. On fait le pari que, de manière un peu automatique, la technologie sera plus répandue, plus accessible, quoi qu'il n'y a toujours pas de garantie à ce niveau-là. Est-ce que ce sera vraiment suffisant pour que les gens fassent ce choix et fassent ce virage? Il n'y a pas de garantie pour l'instant. Et on veut produire, puis on dit, là, il n'y a pas d'annonce, mais on sait que M. Fitzgibbon est à la chasse. Là, on veut faire produire des camions, des véhicules ici même. On veut développer ce champ-là d'expertise à suivre. Christian, vous en êtes où dans l'appréciation de ce plan vert? Bien, je trouve que c'est assez intéressant parce que François Legault, son point de départ, il était très peu porté sur ce dossier-là et les gens qui l'ont élu principalement non plus. Hein? Donc, il a fait quand même pas mal de chemin tout en restant lui-même. C'est clair que la marque de commerce de François Legault, c'est l'économie. Puis on le sent dans ce plan-là. Donc, le plan n'est pas idéal. C'est sûr qu'il va déplaire à tous ceux pour qui la lutte contre les changements climatiques, c'est quasiment devenu une religion. Là. On n'est pas dans l'idéal, on n'est pas dans l'absolu. Je trouve que François Legault, il semble vouloir moins sauver la planète que tenir compte de la réalité québécoise. Quand même. Rappelons quand même que les Québécois, le Québec, c'est la province au Canada où il y a le moins d'émissions de gaz à effet de serre per capita. Donc, à ce moment-là, compte tenu de l'hydroélectricité. C'est ça, exactement. Donc, François Legault joue là-dessus. C'est clair que pour lui, sa priorité, c'est l'économie. Hein? Mais je trouve que le plan n'est pas insignifiant. Les montants qui sont prévus en matière de transport, entre autres 3,6 milliards de dollars, c'est important. Aussi, c'est présenté dans une optique où l'année prochaine, il va y avoir quand même des ajustements. Donc, c'est sûr que ça ne satisfera pas tous les gens pour qui l'environnement, c'est devenu une énorme priorité. Mais tenant compte de ce qu'est François Legault, je trouve qu'il a fait un chemin réel et il accouche de quelque chose qui est quand même intéressant. De sérieux, Étienne. C'est ce que des gens disaient. Donc, il y a quand même un montant associé à tout ça. On annonce 6,7 milliards. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Étienne? Bien, que c'est un bon montant d'argent, mais que ça en prendra encore plus. Vous savez, dans le fond, ce qu'il n'y a pas dans ce plan-là, c'est d'aller encore plus en profondeur, c'est-à-dire de remettre en question le modèle économique qu'on a développé au Québec, c'est-à-dire un modèle qui est focalisé sur l'étalement urbain, un modèle qui est focalisé sur la voiture. Et ça va prendre beaucoup plus que 10 ans pour changer ça. Et ce que souvent on ne dit pas, c'est qu'une politique climatique, elle prend du temps à se mettre en place et il reste 10 ans pour atteindre ses cibles. C'est pas assez. Je ne crois pas qu'on va les atteindre, en fait, parce que une fois qu'on met en place des mesures, ça prend des années avant de voir les effets. C'est très bien qu'on n'ait pas annulé et qu'on aille de l'avant avec les grands projets de transport en commun, par exemple, qu'on nous a annoncés à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Longueuil, Laval. C'est formidable. C'est 15 milliards de dollars. C'est de l'argent c'est un investissement qui va faire des petits. Mais c'est pas demain la veille qu'on va voir les effets de ces investissements sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui, Christian, rapidement. Puis aussi, on est quand même en politique. Et François Legault tient compte quand même de sa base politique. Hein, des Québécois qui sont souvent dehors des grandes villes, qui sont en banlieue, pour qui le taux est important. Donc, il y a un grand pragmatisme là-dedans, mais tout ça s'échelonnant sur plusieurs années. Je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que ça peut être un bon début de la part de quelqu'un dont la priorité, je le rappelle, c'est l'économie. OK, Paul, là-dessus, avant d'aller à la pause, puis je vous garde après, mais un bon début? Oui, un bon début, mais je reviens à l'idée des chiffres. Si on est d'accord avec ce que la science dit, c'est pas suffisant pour atteindre les chiffres. Cela dit, peut-être un dernier commentaire sur la marque de François Legault. Il faut le reconnaître, ce plan est très précisément chiffré. On n'est pas que dans les paroles. Et ça, on voit l'influence de M. Legault. En ce sens-là, c'est un aspect positif. Et aussi, le fait qu'à chaque année, il sera révisé et on fera un suivi de l'efficacité des mesures pour pouvoir corriger le tir année après année. Mais on va avoir pas mal de tirs à corriger si on veut atteindre l'objectif. Un pragmatisme, notez-vous. Très bien. Étienne, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous accueillir avec votre science. Et après la pause, restez là, mesdames et messieurs. On revient avec le panel. On va parler de cette bataille quand même de Garda d'un côté, la Caisse de dépôt de l'autre. Le sujet, plus globalement, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos sièges sociaux ici.
On en parle dans 2 minutes. Alors, vous avez peut-être assisté à l'entrevue que m'a donnée Stéphane Crétier ce matin, le grand patron de Garda World, siège social à Montréal. Je vous fais entendre un petit extrait où il dénonce l'attitude de la Caisse de dépôt. On revient après. Alors, vous demandez à la Caisse, avec l'argent des contribuables, de financer une entreprise américaine. Bon, est-ce que c'est notre compétiteur direct? Est-ce que cet investissement-là aurait dû être fait? La presse en fait un éditorial ce matin. Entre vous et moi, c'est un peu comme si la Caisse investissait dans 7-Eleven, le numéro 1 mondial, contre Couche-Tard. Alors, je le disais, c'est rare qu'un entrepreneur publiquement s'en prenne comme ça à la Caisse. Les gens, la Caisse, c'est un joueur incontournable. Andréane, M. Crétier est furieux parce que il y a un compétiteur américain dont la Caisse est en partie propriétaire qui veut acheter la même chose que lui. Exactement. On parle ici de G4S, qui est un leader mondial dans le monde de la sécurité, qui est 4 fois plus gros que Garda et même plus. Il faut rappeler que cette entreprise-là a plus d'1 demi-million d'employés. Garda en a 100 000 à peu près dans le monde. Et Stéphane Crétier, en fait, ne s'en cache pas. Il a toujours voulu faire de Garda le numéro 1 et il dit que c'est à peu près la seule voie pour y arriver. Le problème, c'est que l'offre a été très mal reçue. On sent que déjà qu'il y a un froid entre Garda et G4S. On a rendu l'offre hostile, si vous voulez. Là, on l'a présenté aux actionnaires de G4S. Le conseil d'administration l'a refusé. Ils ne veulent rien savoir de ces avances-là. Sauf qu'effectivement, dans la course, Allied Universal, donc ce joueur américain, il semble que G4S, après l'offre hostile de Garda, se soit cherché un chevalier blanc, quelqu'un d'autre qui serait intéressé à l'acheter pour concurrencer Garda, si vous voulez. Et le problème, effectivement, c'est que la Caisse est derrière Allied Universal. Mais ultimement, donc, Paul, on pourrait se retrouver avec Allied qui achète le géant mondial, qui devient donc un groupe extraordinairement puissant. La Caisse serait copropriétaire de ce groupe-là. Et Garda, qui est chez nous, ferait chou blanc, là. Oui, c'est une histoire très étrange. Moi, j'ai plus de questions que d'opinions sur ce sujet-là. Premièrement, je me demande, il faut le rappeler quand même, la Caisse, là, ça a été évoqué dans l'interview, a fait une offre, 1 milliard de dollars américains, approuvé par le conseil d'administration, et Garda l'a refusé. C'était une offre pour lui permettre d'acquérir le compétiteur. Donc, pourquoi est-ce que cette offre a été refusée? Est-ce qu'il y avait des conditions qui étaient assujetties ou est-ce que Garda, tout simplement, a trouvé une meilleure offre en se finançant ailleurs sur les marchés? C'est ce que prétend Crétier. Mais, c'est ça. Deuxièmement, quand même, donc, quand Garda, son offre a été refusée, on le sait des fois, quand il y a quelqu'un qui fait une offre d'achat hostile, ça éveille l'ambition de d'autres possibles acquéreurs, dont l'entreprise dans laquelle la Caisse avait des parts. Mais est-ce que la Caisse a joué un rôle et si oui, lequel dans cette nouvelle offre d'achat? Et enfin, la crainte qu'a Garda qu'il y ait des emplois perdus, bien, dans quelle mesure est-ce que cette crainte-là est fondée et sérieuse? Mais peut-être en terminant, il faut rappeler que la Caisse, ça, c'est pas inhabituel qu'elle ait des intérêts dans différentes entreprises compétitrices, par exemple SNC-Lavalin et WSP. Mais dans ce cas-ci, quel type d'offre précisément avait-elle offert à Garda et quel a été son rôle dans l'acquisition à la suite de l'offre rejetée par Garda? Vraiment, c'est des questions pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Plusieurs questions, en effet. Et Christian, c'est rare qu'on lève le voile sur ces batailles de financiers qui d'habitude se déroulent à 11 h le soir, loin de tout le monde, puis des milliards, puis ci, puis ça. Là, il y a le choc de 2 personnages quand même assez influents. La Caisse d'un côté, puis Garda de l'autre. Oui, puis on découvre un personnage aussi, M. Crétier, que je ne connaissais pas. Il est impressionnant à sa façon. Il est ratoureux, hein, il plaide. Je pense qu'il aurait peut-être gagné à être connu auparavant, parce qu'on a beaucoup parlé de fleurons québécois, mais dans le passé, c'était toujours des fleurons qui allaient mal puis qui s'en allaient. Là, on découvre que Garda, c'est vraiment un fleuron qui semble bien fonctionner. Mais au-delà du côté technique de l'affaire, ça peut devenir très, très compliqué, tout ça, puis je ne suis pas sûr que le téléspectateur ordinaire comprenne les détails comme moi, d'ailleurs. Moi, la question que je me pose, c'est d'abord, il y a une plaidoirie très clairement adressée à François Legault. Il s'adresse vraiment à François Legault, hein, puis il dit, vous êtes un entrepreneur comme moi, puis vous avez fondé Air Transat. Donc, est-ce qu'il va être capable de convaincre François Legault du bien fondé, en fait, de son action? Puis deuxièmement, jusqu'à quel point, si François Legault, en fait, était convaincu
par M. Chrétien, jusqu'à quel point François Legault a la possibilité réalistement d'influer sur les décisions de la Caisse de dépôt là-dedans. Voilà. Exact. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'au fond, la Caisse de dépôt est vraiment prisonnière de ces deux mandats. Puis est-ce que le dossier est à ce point important? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dangereux vraiment qu'on perde ce siège social-là? Est-ce qu'il bluffe, M. Chrétien, ou c'est réel? Bon, c'est François Legault, Voilà en fait, toute la question. Vous avez bien résumé la question. Andréane, on me dit que je dois vous laisser aller parce que vous avez votre émission qui suit la nôtre. Alors, je vous laisse aller. Merci de vos lumières sur ces questions économiques. On se reparle. Puis je vais finir avec mes deux camarades sur la COVID quand même. On va en reparler de Garda et de la Caisse n'est pas finie, comme je le disais. La COVID, nouveau vaccin, ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Et là, on jongle au Québec avec la fermeture des écoles pendant un mois, du 11 décembre au 11 janvier à peu près. Où vous en êtes dans l'analyse de tout ça? Je commence avec vous, Christian. Moi, j'en ai le nouveau vaccin, je pense qu'il faut en parler. On sait que tout ça n'est pas encore arrivé, mais il y a tellement une déprime que le dossier positif avance. Moi, où j'en suis, c'est que je trouve ça un peu surréaliste de voir, en fait, le gouvernement jongler avec l'idée qu'à Noël, peut-être qu'on permettrait des réunions de 5, 6, 12 personnes. C'est pas du tout réaliste, ça. Moi, je trouve qu'actuellement, autour de moi, je ne parle pas de COVID idiot, puis de conspirationniste, puis d'irresponsable. Je trouve que très largement, les gens interprètent les consignes à leur façon. Et les consignes du gouvernement, j'espère que les autorités en soient conscientes, là, ne sont plus observées strictement par les citoyens. C'est ça la réalité. Donc, on nous dit qu'à Noël, je pense qu'à Noël, les gens vont peut-être comprendre le message global, là, mais de dire est-ce qu'on va permettre des réunions de 7 ou de 10 personnes, je trouve ça un peu bizarre. J'espère qu'ils sont conscients que ça marche pas de même. Ce qu'ils veulent éviter, c'est le 25-30, en fait, là, clairement. Oui, je sais, mais vous comprenez, c'est quand on jongle avec les chiffres, je disais ça tout à l'heure, là, est-ce qu'on va permettre 9 ou 13 personnes? Franchement. Paul? Oui, je comprends l'interrogation de Christian, qui est légitime, mais moi, je donnerais la contrepartie. Je pense qu'il y a deux arguments qui militent pour permettre de petites réunions à Noël. Le premier, c'est celui de la santé mentale. Le second, c'est de dire que si on interdit complètement toute forme de rassemblement à Noël, bien, les gens ne respecteront pas ça. Et c'est peut-être préférable d'y arriver avec de légères permissions qui seront respectées au lieu d'une interdiction mur à mur qui sera jugée tellement déraisonnable qu'elle ne sera pas respectée. À tout le moins, c'est en ce moment là, vraiment une préoccupation du gouvernement et ce dossier-là est inévitablement lié à celui des écoles parce que si on permet des rassemblements limités, évidemment, ça augmente les risques d'éclosion. Donc, est-ce qu'en contrepartie, on pourrait devancer le congé scolaire, le prolonger ou le devancer et le prolonger? Vous voyez, les deux dossiers, là, ça fait partie d'une même réflexion pour le gouvernement. Et il y a des conséquences pour les parents, bien sûr, parce que... Oui, Christian, conclusion. Ben oui. Oui, c'est très concret pour les parents. Puis il faut que les consignes soient raisonnables et rationnelles. Parce que moi, je vois deux vecteurs actuellement. Il y a comme une dynamique où on nous dit, au fond, la deuxième vague s'accentue, c'est dramatique, il faut vraiment observer les consignes, puis peut-être ajouter autre chose. Puis aussi, dans la réalité, moi, ce que je vois, je le répète, c'est des gens qui ne sont pas irresponsables, mais des gens qui ont le goût de vivre, qui sont vraiment un peu las de tout ça, et qui interprètent un petit peu les choses. Il faut vraiment que le gouvernement tienne compte de ça. Sinon, il est dans un fantasme de toute puissance. Il n'est plus connecté à la réalité. Il est plus conscient on va surveiller les annonces. Des Québécois. Merci beaucoup de cette cascade, d'un panel un peu particulier qu'on ne va pas reproduire souvent, mais il y avait des contraintes. Mais vous aimez ça, Patrice, vous, les dossiers comme... Si vous permettez, ce que je trouve le fun, c'est que vous aimez ça, les dossiers comme Garda, les dossiers... Là, oui, j'aime les dossiers économiques. Puis c'est 120 000 personnes, dont 16 000 au Québec, Garda. Ah, non, 11e employeur au Québec, puis on ne les connaît pas. Puis je suis assez fier d'avoir l'entrevue parce que ça fait longtemps qu'on le demandait, puis il n'aime pas. Mesdames et messieurs, au revoir, à demain.